Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. C'est une guerre, certes commerciale, mais une guerre féroce qui s'envenime entre la Chine et les États-Unis. Au sommaire, le bras de fer entre les deux plus grandes puissances économiques du monde. Quelles en sont les causes? Qui va payer les pots cassés? La Chine est-elle le seul grand méchant loup dans la bergerie du commerce mondialisé? Et l'Europe ne risque-t-elle pas de devenir une victime collatérale de cette surenchère entre les États-Unis et la Chine? Enfin, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, a-t-elle échoué à réguler le commerce mondial? La guerre des taxes douanières à laquelle nous assistons recouvre une autre guerre stratégique. La Chine et les États-Unis se disputent la suprématie scientifique et technologique. La deuxième économie du monde cache à peine ses ambitions. Elle veut détrôner l'Amérique. Ses téléphones, ses panneaux solaires, ses batteries électriques séduisent les consommateurs que nous sommes. China has been taking advantage of the United States for many, many years. I'm not just talking about during the Obama administration. You can go back long before that. And it's been taking out $400, $500, $600 billion a year out of the United States. And we can't let that happen. Alors oui, c'est vrai, au grand jeu du commerce mondialisé, les Chinois ne sont sans doute pas un modèle de fair play. Il n'y a pas que Trump, les Européens aussi estiment que les Chinois trichent sur les transferts de technologie. On les accuse de déverser une pluie de subventions sur les champions de leur économie. On les accuse de violer les règles de la propriété intellectuelle. Donald Trump tape du poing sur la table au risque de provoquer une crise planétaire. Bientôt, la quasi-totalité des importations chinoises aux États-Unis seront taxées, certaines jusqu'à 30%. Pékin riposte coup sur coup sur les produits américains. Qui sortira vainqueur de ce bras de fer? Cédrine Verguin. C'est une position très confortable. J'adore ça. J'adore la position dans laquelle nous sommes. Il peut y avoir des représailles, mais comparativement, cela ne sera pas très substantiel. Nous réglerons le problème rationnellement dans l'intérêt du peuple chinois, du peuple américain et des peuples du monde. Mais la Chine n'a pas peur et le peuple chinois non plus. Entre les États-Unis et la Chine, la guerre est donc déclarée. La guerre des taxes, et voici pourquoi. Aujourd'hui, les États-Unis importent beaucoup de biens chinois, plus de 539 milliards de dollars en 2018, mais exportent peu vers la Chine, seulement 120 milliards de dollars de marchandises pour la même année. Résultat, un énorme déséquilibre commercial des États-Unis envers la Chine, plus de 378 milliards de dollars en 2018, 10 fois plus qu'il y a 20 ans. Et voici de quoi sont faits ces échanges. Les États-Unis, eux, importent surtout des produits électroniques, téléphones, ordinateurs, mais aussi des tissus, des accessoires informatiques, des jouets et des équipements sportifs. La Chine, de son côté, importe des États-Unis des avions, du soya, des machines industrielles, des voitures ou encore des produits chimiques. Le 8 mars 2018, Donald Trump serre la vis. Aujourd'hui, je défends la sécurité nationale des États-Unis en imposant des taxes sur les importations étrangères d'acier et d'aluminium. Et tout va très vite. En quelques mois, les États-Unis décident de taxer de plus en plus de produits chinois, voitures, disques durs, composants d'avions. Côté chinois, on riposte sur les produits agricoles et les produits marins. Résultat, depuis le 10 mai, 200 milliards de dollars de produits chinois sont taxés à hauteur de 25%. L'acier, le cuir, le caoutchouc, l'électronique, mais aussi l'électroménager comme les machines à laver, les télévisions, l'ameublement. Il ne restera plus personne en Chine avec qui faire des affaires. Très mauvais pour la Chine, très bon pour les États-Unis. Mais la Chine a profité des États-Unis pendant tellement d'années qu'ils ont une grosse avance. Donc la Chine ne devrait pas répliquer, ça ne ferait qu'empirer les choses.
Mais Pékin réplique et peaufine ses représailles en imposant en retour des droits de douane allant jusqu'à 25% sur 110 milliards de dollars d'importation en provenance des États-Unis. Les fruits, la viande de bœuf, le fromage, les amandes, le whisky, les Harley-Davidson, le soya. Quand des tensions commerciales apparaissent, il n'y a pas de gagnants, mais que des perdants, surtout dans les pays émergents. Concrètement, les consommateurs ont beaucoup à perdre, en Chine, mais surtout aux États-Unis, puisque dans les magasins, le Made in China est partout. La Chine, qui détient près de 1000 milliards de la dette américaine, pourrait aussi décider de la vendre massivement. Mais ce qui se joue se situe peut-être bien au-delà des machines à laver et des Harley-Davidson. Une autre course, bien plus ambitieuse. Entre la Chine et les États-Unis, la guerre technologique est déclarée. Bonjour Cédric Dupont. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau de Géopolitis. Vous êtes professeur à l'Institut des hautes études internationales et de développement à Genève, spécialiste des questions de commerce international. Vous tombez bien. Est-ce que, comme on l'a dit, c'est en ce moment la suprématie sur le monde qui se joue entre les États-Unis et la Chine? En partie, certainement, puisque ce qui est vraiment sous-jacent à ces tensions, c'est le rattrapage ou l'écart technologique entre la Chine et les États-Unis. Et donc, ils essayent de faire changer ça, les Américains. Ils pensent que ce rattrapage va trop vite en raison de politiques inéquitables. Et donc, ils essayent de le faire ralentir autant qu'ils peuvent. Alors là, c'est l'escalade dans cette surenchère des taxes. On n'a jamais vu ça. Non. On a vu des mesures commerciales très ciblées, très intenses dans les années 70 et 80, notamment entre les États-Unis et le Japon. Mais la place du Japon, le statut du Japon, le fait qu'il dépende énormément de la sécurité des armées américaines, vous savez que les Japonais ont tout de suite trouvé, ont très rapidement trouvé des accords, des ententes avec les Américains. Et là, on a affaire à un vrai duel de gros muscles qu'on n'a pas encore vu depuis l'après-guerre, d'après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, parce que là, c'est près de la moitié des exportations chinoises vers les États-Unis qui sont taxées. Hein. Tout à fait. Et certaines jusqu'à hauteur de 30%. Tout à fait. Et les Chinois, en fait, ont utilisé pratiquement aussi tout le spectre. Donc, on a un spectre très large, puisque les Chinois ont taxé à peu près 110 milliards de dollars, donc la quasi-totalité des importations américaines en Chine. Alors, ils ont appuyé sur certains points qui font plus mal, notamment les produits agricoles, mais le potentiel d'un spectre très large, donc d'une tension commerciale très large, est très clairement établi. Donc, vous êtes en train de me dire, on ne fait pas feu de tout bois dans cette guerre des taxes. Il y a quand même des choses assez ciblées ou... Parce qu'on a le sentiment que ça part dans tous les sens, hein, l'acier, les produits agricoles, etc. Alors, il faut distinguer. Donc là, on parle de la Chine et des États-Unis. C'est vrai que Trump a ouvert aussi d'autres... donc lui, il a plusieurs fronts ouverts. Il a utilisé le front chinois, où essentiellement, c'est ce qu'il considère des politiques inéquitables, de la concurrence inéquitable, du vol de propriété intellectuelle, du transfert technologique forcé. Mais il a aussi ouvert d'autres chantiers qu'il appelle de sécurité nationale, dans le domaine de l'automobile ou de l'acier et de l'aluminium, qui sont des mesures ou des chantiers globaux qui visent autant la Chine que le Japon, la Corée du Sud ou l'Union européenne. Et donc, on fait un peu feu de tout bois. Ceci dit, on appuie pour l'instant plus sur certains points que sur d'autres. Alors, Trump invoque le déficit commercial. Est-ce que c'est aussi grave pour un pays d'avoir un déficit commercial comme celui des États-Unis? Alors, la réponse que les économistes vous donneraient, c'est que ça dépend. Ça dépend de la situation du pays, de la taille, de la confiance qu'ont les investisseurs dans un pays, du statut de sa monnaie. Pour les États-Unis, en fait, c'est une bonne chose. Ça a été une bonne chose, c'est une bonne chose. Les États-Unis sont en déficit commercial continu depuis 1982. Ils sont en croissance continue depuis l'après-crise financière 2009 et ils sont à un taux de chômage historiquement bas. Donc si le déficit était une si mauvaise chose, ils ne seraient pas dans la situation actuelle. Et pour résumer, en fait, les États-Unis consomment beaucoup et ça se traduit par un déficit commercial. Et en retour, les étrangers investissent massivement aux États-Unis. Et puis, il n'y a pas que la Chine qui est coupable de ce déficit commercial américain, au fond. Non, bien sûr que non. Les prochains sur la liste, mais beaucoup plus bas, mais c'est vrai, en fonction de la taille du pays, c'est le Mexique, ensuite le Canada, le Japon, l'Allemagne, qui ont un déficit commercial peut-être 6 fois moins élevé que la Chine. Mais lorsqu'on voit la taille de la Chine, finalement, on est dans une échelle qui est toujours très lourde. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Trump en veut beaucoup aux Allemands, notamment, et aux Japonais. On s'attendait, fin avril, à ce que les négociations entre les deux aboutissent, et tout d'un coup,
tout s'est bloqué. Pourquoi ? Alors, la raison invoquée, c'est que les Chinois ne veulent pas légiférer. Donc, les changements demandés par les Américains, ils ne veulent pas que ça devienne des lois. Pour la raison que peut-être ils ne veulent pas montrer un signe de faiblesse interne, ou aussi parce qu'ils pensent que ces lois ne seront pas applicables ou ils ne pourront pas les appliquer parce que finalement, certaines provinces pourraient un peu rechigner à les mettre en œuvre suffisamment rapidement. Mais Trump, à travers ce bras de fer, il veut tout de même que les Chinois reviennent à la table des négociations. Absolument. Ils ne sont pas partis. C'est un peu une danse. Hein. Ils viennent, ils partent, ils repartent. Qu'on aboutisse dans ces négociations. Qu'ils aboutissent, absolument. Il en a vraiment besoin parce que lui, effectivement, c'est une promesse électorale de montrer le déficit commercial, que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose. Pour lui, c'est quelque chose qu'il veut réduire. Ce qu'il a promis à son électorat de base, c'est-à-dire l'Américain modeste, et il a une année, plus ou moins, pour le faire. Et donc, plus les Chinois prennent du temps pour explicitement se mettre au diapason, si vous voulez, plus il va en pâtir électoralement. Au final, qui va payer les pots cassés de cette crise taxe douanière pour l'instant? Est-ce que ce n'est pas les consommateurs, et aux États-Unis et en Chine? Bien sûr, ce sont les consommateurs très clairement, mais aussi tous les producteurs, puisqu'il ne faut pas oublier que maintenant le commerce s'est fait largement de produits intermédiaires. Donc en fait, lorsqu'on a introduit des barrières au milieu de tout ce système, ce n'est pas seulement les consommateurs donc à la fin de la chaîne qui sont pénalisés, mais c'est tous ceux qui sont dans la chaîne et tous les producteurs qui vont payer un surcoût pour les matières premières ou les produits intermédiaires qu'ils utilisent dans leur production. Alors, avant de poursuivre, Cédric Dupont, je vous propose qu'on rejoigne à Shanghai le correspondant de la radio-télévision suisse, Michael Pocker, avec une première question. L'économie chinoise souffre-t-elle? Les taxes américaines ont-elles déjà eu un impact? Alors ces taxes impactent principalement l'industrie d'exportation ici en Chine. Les exportations qui ont fortement chuté ces derniers mois et qui devraient continuer à chuter ces prochains mois. En un an, les exportations chinoises ont reculé de 2,7%. La tendance est plus lourde en direction des États-Unis. La baisse est de plus de 13% et frappe surtout l'industrie des composants électroniques. Les principales victimes dans ce contexte, ce sont les entreprises étrangères présentes en Chine. Pourquoi ? Tout simplement parce que 60% des produits fabriqués en Chine et exportés vers les États-Unis sont fabriqués par des entreprises étrangères. Conséquence, ces dernières tendent à délocaliser de plus en plus vers l'Asie du Sud-Est, vers le Vietnam, vers l'Indonésie. C'était une tendance qu'on remarquait déjà avant le début de la guerre commerciale avec Donald Trump, parce que les salaires ici en Chine augmentent d'année en année. Mais la guerre commerciale a vraiment donné un coup de fouet à ce mouvement et l'a accentué. Les autorités chinoises s'en sont rendues compte et ont tenté et tentent de soutenir ces entreprises aujourd'hui en leur octroyant des rabais fiscaux, des accès facilités au crédit, en subventionnant aussi les employés. Donc voilà, les autorités chinoises sont conscientes de ce défi. Les premières sanctions américaines ont frappé les exportations chinoises en mars 2018. Leur impact économique commence à se faire sentir au moment où la croissance chinoise atteint son plus bas niveau depuis près de 30 ans. Et pourtant, la population chinoise ne semble pas spécialement remontée contre Donald Trump. Les autorités ont été très pragmatiques dès le début, en enjoignant les médias d'État notamment à être sur la retenue, à ne pas critiquer ouvertement le président américain. Tout ça pour s'assurer une bonne atmosphère dans le cadre des négociations. Et si vous interrogez les gens ici dans la rue, beaucoup vous diront que Donald Trump, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires qui fait ce qu'il a à faire pour les intérêts de son pays. Cédric Dupont, qui a les plus gros muscles dans ce bras de fer? De manière agrégée, les États-Unis, puisqu'ils dépendent moins du marché chinois pour l'instant que l'inverse, mais ils ont des muscles qui sont fragiles à certains endroits, et notamment sur question politique. Si vous voulez, les plus gros muscles économiques sont les États-Unis, les plus gros muscles politiques, c'est plus partagé. Les Chinois peuvent être fragiles, puisqu'il y a toujours des questions de politique intra-parti communiste, mais il y a aussi, évidemment, aux États-Unis, le système électoral qui fait qu'il suffit d'appuyer à certains endroits clés pour que le président, malgré un bilan économique très bon, puisse se retrouver en difficulté. Oui, parce que Trump a besoin de croissance. Il a besoin de croissance, aussi pour être élu. Cette croissance à 3,2%, il faut qu'elle la maintienne jusqu'aux prochaines élections. Oui, alors il lui faut la croissance, je pense qu'il l'aura. Le problème, c'est qu'on peut avoir la croissance, mais ce qu'il a promis, c'est de rendre l'Américain moyen ou modeste
plus riche, plus heureux à la fin de son mandat. Or, pour l'instant, ce qui porte l'économie américaine, ce sont le secteur technologique, la haute technologie et l'énergie fossile, enfin le secteur fossile. Pas vraiment, et ceux qui ont bénéficié de ces croissances, ce n'est pas vraiment l'électorat de base, j'allais dire, de Donald Trump, qui se trouve justement beaucoup plus potentiellement affecté par des contre-mesures chinoises. Certains observateurs ont relevé que les taxes chinoises frappent précisément des États américains qui pourraient être décisifs pour la réélection ou la non-réélection de Trump. Oui, absolument. Les Chinois sont intelligents, ils connaissent bien le système politique américain, donc ils savent où planter l'aiguille. Et notamment dans ces États du Midwest, notamment sur les mesures qui touchent le soya, notamment dans des États comme l'Iowa, qui ont voté Trump en 2016, mais qui pourraient basculer parce qu'ils souffrent extrêmement fortement des mesures chinoises. Alors, plus on s'approchera de novembre 2020, plus ça fera mal. Et donc, c'est pour ça que Trump veut frapper très, très fort le plus vite possible pour se débarrasser de ce spectre, si vous voulez, sur une possible réélection. Alors, vous l'avez relevé tout à l'heure, on a une économie chinoise peut-être plus fragile qu'on le dit, et puis de l'autre côté, on a cette économie américaine qui flambe comme jamais, avec un taux de chômage historiquement bas depuis 40 ou 50 ans. Est-ce que ce contexte-là, conjoncturel, peut peser sur l'issue des négociations? Oui, absolument. Et c'est pour ça que les Chinois ont tout de suite dit qu'ils ne quittaient pas la table de négociation, que c'était les aléas d'une négociation. Il y a du donnant-donnant, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Ils n'ont jamais dit on arrête les négociations. Et lorsqu'ils émettent des mesures de contre-représailles, ils sont toujours assez prudents parce qu'ils veulent absolument rester à la table de négociation. Ils ne peuvent absolument pas se permettre, dans le contexte actuel, quand un contexte de ralentissement économique, d'appuyer en plus sur les freins et sur ce ralentissement économique qui serait politiquement coûteux. Et l'Europe dans cette bataille, est-ce que ça ne va pas être au final la grande victime collatérale de ce bras de fer? Alors pour l'instant, les Européens se cachent un petit peu parce qu'il ne faut pas oublier que Trump a ouvert plusieurs fronts commerciaux. Et là, on a beaucoup parlé dessus avec la Chine, qui est sur ses pratiques inéquitables. Mais il en a ouvert aussi des sanctions déjà qui frappent certains. Absolument, sur l'acier et l'aluminium et sur les automobiles. Et c'est là, pour l'instant, il y a eu un accord entre la Commission et le gouvernement américain en juillet 2018 pour mettre un petit peu ça en sourdine en disant on vous achète plus de soya, plus de votre gaz de schiste et vous laissez nos automobiles, surtout allemandes, tranquilles. Mais on ne sait pas quand ça va ressortir. Et notamment avec maintenant le sommet du G20 à Osaka qui se profile à la fin du mois de juin, il n'est pas impossible que les Américains en remettent une couche en disant vous les Européens, maintenant c'est aussi à vous de faire un effort. Donc c'est en priorité le secteur automobile européen qui pourrait souffrir indirectement, enfin non, même directement de cette guerre engagée par Donald Trump contre les concurrents. Absolument, parce que Trump vise l'Allemagne et évidemment c'est le symbole de la réussite allemande aux États-Unis, donc c'est là que ça va faire mal. Et c'est vrai qu'au niveau de l'emploi, dans le secteur industriel, l'automobile reste le premier employeur avec tous les sous-traitants qui existent. Donc ça ferait très mal, c'est pour ça que les Européens et les Allemands en particulier sont très inquiets. On a dit de la Chine au début de cette émission qu'elle était le grand méchant loup dans la bergerie du commerce international. On peut le dire? Disons qu'ils ont profité énormément du système, mais tout le monde a profité du fait que la Chine soit à l'intérieur, puisque en fait, on s'est basé sur la Chine pour produire moins cher, pour générer plus de marge, et donc on a, d'une certaine manière, tout le monde est un peu coupable. La difficulté, c'est que la Chine, maintenant, a une diversité en termes de son modèle économique, on pourrait appeler un capitalisme d'État, et c'est ça qui fait mal. Donc on est en train de s'entrechoquer avec un capitalisme néolibéral extrême et un capitalisme d'État, et ça pose problème à l'intérieur de la bergerie. Ben justement, mais est-ce que la Chine s'est vraiment engagée à faire les réformes auxquelles elle s'était engagée au moment de son adhésion à l'OMC? Elle le dit oui, les autres disent non. Et je pense que les autres ont probablement un peu plus raison, notamment sur les questions de transparence et les questions de subvention. Mais ce qu'il faut aussi voir, c'est que toutes les règles, l'OMC n'a pas toutes les règles à l'heure actuelle pour maîtriser ce que les États-Unis reprochent à la Chine. Et donc, il faudrait une réforme de certaines règles ou l'ajout de certaines règles. Et évidemment, comme le système demande un consensus, les Chinois vont prendre leur temps. Est-ce que ce bras de fer Chine-États-Unis, c'est pas le reflet aussi, quelque part, d'un échec de l'OMC, de son incapacité à réguler vraiment le commerce international?
On peut le voir comme un échec ou comme un succès, c'est-à-dire que finalement, ils ont ouvert une espèce de boîte de Pandore qui fait qu'on va libéraliser de plus en plus. Et dans ce jeu de libéralisation, il y a des pratiques qui changent, qui se développent, il y a des inventions technologiques, il y a un glissement des marchandises aux services. Et le système, si vous voulez, ne se met pas à jour aussi rapidement qu'il devrait se mettre à jour. Et Trump, de toute façon, lui préfère résoudre les questions en tête-à-tête plutôt que dans une enceinte multilatérale comme l'OMC. Trump est impatient. Et donc, un système multilatéral est toujours un système où les impatients, je veux dire, ne s'y trouvent pas et va beaucoup trop lentement. Et donc, pour lui, il y a d'autres manières d'aller beaucoup plus vite en tapant sur la table, en dehors de ces arènes multilatérales. Merci, Cédric Dupont. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Geopolitis. Le 1er janvier 1995 voyait le jour à Genève une nouvelle institution internationale. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, comptait alors 135 membres, mais pas la Chine. La naissance de l'OMC, c'est notre rubrique ce jour-là qu'a préparé pour vous Joost von Reding. 1er janvier 1995. Le GATT, c'est fini. Ce jour-là, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce s'efface devant la nouvelle Organisation mondiale du commerce. Le GATT est mort, vive l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Dans l'attente de la désignation d'un nouveau patron, Peter Sutherland, le directeur sortant du GATT va assurer l'intérim. La nouvelle organisation va offrir une bien meilleure sécurité pour le commerce mondial. Elle aura enfin les structures capables de régler efficacement les échanges internationaux comme on le souhaite depuis la Seconde Guerre mondiale. L'OMC sera mieux armé pour faire respecter les règles du jeu. Un groupe d'experts pourra ordonner des sanctions contre un pays qui aura violé ses engagements, par exemple s'il ferme sans raison ses frontières à la concurrence étrangère. Dans l'ancien GATT, les sanctions devaient être approuvées par tous les pays membres, un consensus qu'il était bien difficile à atteindre. Fin 1995, une année après sa naissance, l'OMC réunissait 135 États, mais ni la Chine ni la Russie ne font partie du lot. À l'époque, la Chine n'était pas encore le géant qu'elle est devenue. Elle n'est alors que la 8e économie mondiale, avec un PIB 10 fois inférieur à celui des États-Unis. Le Japon est alors 2e, devant l'Allemagne et la France. Premier chantier auquel va s'attaquer la nouvelle OMC, l'agriculture. L'organisation devra mettre de l'ordre là où chaque pays essaye d'écouler ses excédents à l'étranger, mais veut en même temps se barricader contre la concurrence étrangère. Deuxième chantier, les services. Alors que le GATT ne s'occupait que du commerce de marchandises, l'OMC va également s'attaquer à ce secteur-là. Chacun devrait avoir les mêmes chances pour implanter ou gérer une banque ou une assurance dans un pays membre. Troisième chantier, enfin, la protection de la propriété intellectuelle. L'adhésion de la Chine en 2001 compliquera encore la tâche. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale du commerce compte 164 pays, une visibilité pour Genève qui n'était pas gagnée d'avance. L'ambitieuse organisation du commerce mondial reste à Genève. L'Allemagne n'a pas réussi à la tirer à bonne. La Suisse a dû mettre le prix. Il faudra loger quelques 200 fonctionnaires internationaux supplémentaires dans l'aile abandonnée par le Haut Commissariat pour les réfugiés. Pour garder l'OMC sur les rives du Léman, Berne a également dû accepter d'exonérer tous les fonctionnaires internationaux de la TVA et de délivrer à leur famille un permis de séjour qui s'apparente au permis C. Pour préparer cette émission, nous nous sommes plongés dans la revue Diplomatie, l'édition d'octobre-novembre 2018, un dossier très complet intitulé « Vers une guerre commerciale mondiale ». Nous avons revu une édition de C'est dans l'air, c'était le 8 mai sur France 5 avec cette intervention de Philippe Dessertine sur le risque d'emballement de cette crise. Vraiment, il faut avoir conscience que le paysage économique mondial est un paysage dans lequel on est, ce qu'on appellerait en économie, dans une fin de cycle. Et donc là-dessus, vous rajoutez le fait que vous ayez une tension commerciale, ça va accélérer, on va dire, le risque de ralentissement. Et là, pour le coup, vous risquez de rentrer en récession. On sait que l'Allemagne là, était pas loin, l'Italie est pas loin. On peut avoir des situations dans lesquelles des gros pays se retrouvent en difficulté et pour le coup, avec ce qu'on appelle l'effet domino. C'est-à-dire les États-Unis ne peuvent pas non plus être complètement insensibles à ce risque-là. Enfin, nous avons vu un documentaire diffusé précédemment sur Arte,
comment le gouvernement chinois s'active, séduit, espionne tous azimuts pour capter le meilleur de la technologie occidentale. En Chine, la course à l'innovation est la priorité du régime. Mais ces dernières années, sa boîte à outils était un peu trop sommaire. Alors le gouvernement chinois a déployé un vaste système de recrutement d'experts étrangers afin d'acquérir des connaissances et de former les futurs ingénieurs chinois. Voilà, Géopolitis, c'est tout pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, décryptage des élections européennes. Nous aurons à Géopolitis le plaisir de recevoir Pascal Boniface de l'Institut de recherche internationale et stratégique. D'ici là, à vous tous, une belle semaine.